Quant aux Français, ils sont enfin parvenus à réunifier autour du lac Tchad toutes leurs possessions africaines, depuis l'Algérie au nord, les comptoirs du Sénégal à l'ouest, jusqu'à Brazzaville, en Afrique équatoriale. Le domaine africain de la France est donc devenu particulièrement vaste. Les militaires français ne sont que quelques milliers pour plus de 10 millions d'habitants. Ils tentent de se déployer sur ce territoire grand comme l'Europe, construisant ici et là de petits forts, censés marquer la puissance française. De Dakar à Cotonou, en passant par Bamako, Abidjan ou Conakry. Mais souvent livrés à eux-mêmes, loin des villes, dans de vastes territoires désertiques, les officiers de l'infanterie coloniale doivent administrer, comme ils le peuvent, des tribus entières. C'est le cas du capitaine Émile Coquibus, perdu au cœur de la Guinée, et qui nous a laissé un fonds exceptionnel de photographies prises lors de ses séjours en Afrique noire. Les officiers, isolés, régulièrement frappés par des fièvres, sont souvent troublés par les conditions de leur séjour. Ils ressentent cette angoisse typique de la coloniale. Et si ces femmes et ces hommes, tellement nombreux, refusaient leur autorité? Coquibus, dans son journal, l'exprime à plusieurs reprises. Ce matin, le capitaine m'a fait part de son rêve de la nuit. Il était si terrible qu'il s'est réveillé en poussant un cri. Il y avait des tués et des cadavres palpitants. Les Noirs n'osent se défendre ni se plaindre. Mais à quand leur révolution de 1789? Pourvu qu'ils ne tournent pas un jour leur colère contre nous. À Paris, la belle époque illumine les années 1900 et les Français s'intéressent bien peu aux conquêtes coloniales de la République. On veut croire en la fée électricité, à la révolution de l'automobile et du cinématographe. De ce vaste empire que la France est en train de façonner, les Français ne savent rien, ou presque. Le peu qu'ils en connaissent vient de cartes postales exotiques envoyées par ceux qui ont fait le choix de partir aux colonies, comme on disait. Un exotisme qui joue sur la grandeur française et surtout sur l'érotisme supposé des femmes de l'Empire. Des femmes à la beauté enivrante, forcément soumises. Un imaginaire de la femme-objet à disposition du colonisateur qui sera un puissant levier pour attirer de nouveaux candidats au départ, à destination de ce monde pour l'heure essentiellement militaire et masculin. Un monde colonial qui va en 1905 choquer l'opinion publique lorsque des récits sanglants vont parvenir jusqu'à Paris. Plusieurs polémiques éclatent après la parution d'articles dans la presse satirique relatant tel ou tel massacre. Et à Paris, on commence à s'inquiéter de cette prétendue mission civilisatrice qui peut conduire aux pires excès de la part des militaires et des fonctionnaires français. Le scandale le plus retentissant vient d'Afrique équatoriale. Quand on découvre que des administrateurs coloniaux en Centrafrique, de peur d'une révolte des tribus, ont fait exploser un homme à l'aide de dynamite,
pour simplement faire un exemple. Cette affaire est celle de trop. Le gouvernement est sommé de réagir. Il est impératif d'envoyer une mission d'inspection sur place. Encore faut-il trouver un homme dont les Français ne pourront contester l'intégrité. Ce sera Pierre Savorgnan de Brazza, le héros de l'Afrique équatoriale, qui fait depuis plusieurs années le bonheur des publicitaires et qui est tiré de sa retraite par devoir. Malgré sa notoriété en métropole, lorsque Brazza arrive à Libreville en 1905 pour commencer son inspection, l'accueil est glacial. Car le gouvernement, qui manque de fonctionnaires pour ses colonies, a préféré déléguer sa mission à 40 sociétés privées chargées d'administrer l'Ubangi, le Gabon et le Congo, en échange du monopole commercial sur les richesses locales: bois, ivoire, caoutchouc. Ce capitalisme colonial particulièrement vorace préfère s'enrichir au plus vite, plutôt que de créer des écoles ou des dispensaires, comme il s'y était engagé. Les sociétés concessionnaires ne souhaitent donc pas du tout que l'on vienne regarder de près leurs agissements. Pierre Savorgnan de Brazza compte pourtant bien mener sa mission à son terme. Et ce qu'il va découvrir est particulièrement effarant. La France a en effet instauré dans l'Empire une règle de plusieurs journées par an de travail obligatoire pour tous ses sujets, afin d'avoir de la main-d'œuvre pour construire des routes et des voies de chemin de fer. Mais les compagnies concessionnaires détournent à leur profit le système, obligeant les hommes à travailler dans leurs plantations. Pire, pour que les hommes se soumettent à ce travail forcé, elles ont pris la sordide habitude de séquestrer femmes et enfants dans un camp, en attendant que leurs maris terminent leur corvée. Et leurs conditions de détention sont telles que régulièrement les prisonnières, comme les enfants, ne survivent pas. Brazza comprend vite que les agissements des sociétés sont couverts par l'administration coloniale. Désespéré, il écrit à un ami: « J'ai trouvé dans l'Ubangi-Chari une situation impossible. C'est la continuation pure et simple de la destruction des populations. » Tourmenté par ce qu'il a découvert, Pierre Savorgnan de Brazza reprend le chemin de la métropole, rassemblant ses notes, afin de rédiger un rapport qui s'annonce explosif. Mais les conditions de sa mission, qui a duré 6 mois, l'ont affaibli. Et sur le chemin du retour, il ressent de violentes fièvres tropicales. Le bateau doit s'arrêter d'urgence à Dakar, au Sénégal. On transporte sa civière jusqu'à l'hôpital de la ville, où à bout de force, Pierre Savorgnan de Brazza s'éteint le 14 septembre 1905. Il y aura bien finalement un rapport Brazza, rédigé par une commission parlementaire à partir des notes de l'explorateur. Mais le document ne sera pas rendu public et sera envoyé aux archives par le chef du gouvernement, Georges Clemenceau, qui, une fois au pouvoir, ne critique plus du tout la grande œuvre civilisatrice française, malgré ses dérives. Avec la mort de Brazza, c'est un idéal humaniste qui semble disparaître, tant la société française est en train de se radicaliser vis-à-vis des peuples colonisés, et notamment des Africains.
Si Jules Ferry défendait sincèrement l'idée que tous les peuples pourraient progresser grâce à la colonisation, cette inégalité de civilisation s'est peu à peu transformée en une inégalité raciale, théorisée par certains scientifiques qui voudraient démontrer que les Blancs sont intrinsèquement supérieurs aux Noirs. Ainsi va la France en ce début de XXe siècle, qui fait un triomphe à Foutit et Chocolat sur la scène du Nouveau Cirque à Paris, comme une allégorie de la société de l'époque. Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, et Georges Foutit jouent les rôles devenus classiques au cirque de l'Auguste et du clown blanc. La maladresse de l'Auguste face à la rigueur du clown blanc. Mais cette fois, Chocolat et Foutit incarnent une inégalité visible et mise en scène pour le plus grand bonheur du public parisien. Car les Français sont en train de découvrir l'altérité lors d'expositions coloniales qui pour la première fois font venir jusqu'à eux ces peuples inconnus, à la couleur de peau différente. À Lyon, Nantes, Toulouse ou Marseille, ces expositions connaissent un grand succès. Des centaines de figurants sont notamment recrutés au Sénégal pour reconstituer des villages africains traditionnels, comme sur ces images tournées au jardin d'acclimatation de Paris. Des numéros au caractère folklorique dont les figurants sont rémunérés. Mais cette mise à distance des Africains, considérés comme des objets de curiosité, insuffle dans la société l'idée d'une hiérarchie entre les hommes. Et ces indigènes, comme on les appelait alors, que l'on exhibe avec leurs coutumes ancestrales, deviennent automatiquement, aux yeux du public, inférieurs aux Français et à leur civilisation. Moi, bon nègre, tout noir de la tête aux pieds, ce vous voulez voir. Venu à Paris, pensant rigoler, mais moi bien tombé, toujours m'ennuyer. Aussi gauche chagouin, moi le diable, vouloir les tourner chez nous. Où ça? À la cabane bambou, bambou, à la cabane bambou. À la cabane bambou, bambou, à la cabane bambou. C'est une véritable mythologie coloniale que le gouvernement va forger peu à peu et diffuser dans la société, notamment sur les bancs de l'école. Des protèges-cahiers distribués aux enfants racontent les héros et les grandes heures de cette expansion française afin qu'ils s'imprègnent d'une histoire qui doit devenir la leur. Présente désormais sur tous les continents du globe, la France n'en a pourtant pas encore terminé avec son ambition coloniale démesurée. À la Chambre des députés, un parti colonial s'est constitué, recrutant au sein de tous les groupes politiques une centaine d'élus favorables par idéologie ou par intérêt aux colonies françaises. Ce parti colonial, dirigé par le député d'Oran Eugène Etienne, est devenu en quelques années incontournable. C'est sous son influence qu'a été menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible.